un podcast Binge Audio. Il y a ce décalage avec la Juliette boulimique, menteuse, vomisseuse, gonflée, rougeaude. On peut définir les troubles du comportement alimentaire finalement comme une dérégulation de la prise alimentaire. Je redouble mes crises de boulimie. Je vomis dans un sac en plastique en rue. La préoccupation qu'on commence à avoir beaucoup pour l'alimentation, la cuisine, voire le sport, l'augmentation de l'activité physique, c'est vrai que ça peut glisser vers des troubles alimentaires et devenir préoccupant. Je me détruis physiquement et moralement dans la puanteur de moi-même. C'est quoi ce rêve de pureté ? C'est à l'âge de 5 ans qu'il y a eu, j'identifie ce moment-là comme une bascule un peu dans mon tempérament, à l'annonce du diabète de mon frère aîné. Lui avait 6 ans, donc on est assez proches en âge. Et ça a été, je dirais même un traumatisme pour ma mère. Et je me souviens vraiment consciemment là, que j'ai pris à ce moment-là une résolution de ne pas poser de problème dans la famille. Et quelque part, d'être un peu celle qui ne ferait pas de remous, qui serait obéissante et qui ferait en sorte qu'on retrouve un équilibre dans la famille. La menace du diabète, elle planait, même si on m'avait bien dit que dans la même famille, c'était hyper rare qu'il y ait plusieurs enfants diabétiques. Mais à l'âge de 16 ans, je pense comme pas mal d'autres personnes qui vont découvrir leur diabète. J'ai perdu pas mal de poids. Je me réveillais 3-4 fois la nuit pour aller faire pipi. Et je buvais énormément. Finalement, on a commencé à s'inquiéter. Surtout, je m'entraînais pour courir. Je faisais chaque année les 20 km de Bruxelles. Et je me suis rendu compte que j'avais plus énormément d'énergie. Et puis, en fait, j'étais complètement déshydratée et vraiment très, très amaigrie et très fatiguée. Et la prise de sang a tout de suite dévoilé le diagnostic du diabète. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans mon quotidien ? C'est de devoir s'injecter de l'insuline avec d'abord beaucoup de rigueur et surtout cette nécessité de se contrôler énormément. Il fallait que je le cache comme maladie honteuse et n'en parler à personne. Et en même temps, il fallait que je gère. Et petit à petit, j'ai repris assez vite du poids, ce qui est tout à fait normal. Et puis, j'en ai pris un peu plus. Si ça n'avait jamais été une préoccupation auparavant, où j'avais un poids plutôt mince, là, je ne me reconnaissais plus. Et c'est venu graduellement. Jusqu'à devenir vraiment une obsession et de faire assez vite le lien avec le diabète fait que là je prends du poids et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'en perdre tout simplement. C'était de faire davantage de sport et puis de jouer sur l'alimentation et j'ai commencé à me restreindre petit à petit. Je pense que dans ma vie, je ne contrôlais pas grand-chose. Je subissais quand même finalement la maladie. Et là, je m'étais donné un objectif et au moins je vais pouvoir contrôler mon corps. J'en avais pas conscience, mais ça prenait de plus en plus de place dans mon esprit et ça devenait plus important même que l'équilibre de mon diabète. Et je me souviens que c'était vraiment le comptage des calories. Et donc, je me souviens d'avoir tenu des petits carnets avec des petits carreaux et où je mettais des petites croix dans chaque carreau. Et donc, je suis allée à descendre de plus en plus l'exigence par rapport à ce que je mangeais pour arriver à enlever énormément de choses de mon alimentation. Là, j'ai 17, 18 ans et ça s'installe progressivement. Ma vie sociale, j'ai des amis,
De façade, je suis souvent, enfin presque toujours de bonne humeur, très constante. On peut compter sur moi et je surjouais la fille qui faisait tout bien. Et les personnes qui me connaissaient se disaient très bien avec son diabète, on n'en parle pas parce que elle gère et tout va bien. Petit à petit, cette restriction, ça devenait intenable et puis ça a généré pas mal de frustration. Alors ça a correspondu à la fin de ma scolarité à l'école et puis une année un peu de césure entre mes études supérieures, avant mes études supérieures où je suis partie à l'étranger pour, on va dire, un peu apprendre les langues, mais c'était un peu le prétexte, mais c'était plutôt découvrir autre chose avant de faire le choix de ce que j'allais faire comme études. Et c'est en Angleterre qu'a commencé le fait d'avoir mes premières crises de boulimie. J'ai pas trop compris ce qui arrivait, mais en fait, c'était en tout cas la perte de contrôle. C'est clairement ça, une crise de boulimie. C'est commencé petit à petit, enfin pas petit à petit, mais de façon complètement irraisonnée, d'avoir quelque chose qui est une envie tellement éminente qui dévore et qui fait que on doit dévorer. Je devais dévorer tout ce qui me tombait sous la main. Et le fait de craquer quelque part sur une toute petite chose, un morceau de chocolat, va faire en sorte que le foutu pour foutu, j'ai quand même mangé ce petit morceau de chocolat et c'est être dans le tout ou rien. Autant manger la plaquette et puis autant manger 2 ou en manger 3 et ça s'arrêtait que au début, au moment où je suis vraiment, j'en peux plus jusqu'à avoir la nausée et puis me faire vomir pour peut-être réparer ça, mais dans un premier temps, c'est juste se faire vomir parce qu'il y a un vrai trop-plein qui est quelque chose de complètement dégoûtant, mais qu'il faut aller finalement aller remuer là-dedans. Mais c'est surtout m'anesthésier pour oublier aussi que je suis mauvaise et que je porte quelque chose en moi de complètement inconsistant et je mérite que ça. Donc la crise de boulimie est vraiment ambivalente parce qu'à la fois elle soulage, elle réconforte et puis après elle va jusqu'à faire mal et à rendre malade et c'est ça qui chez moi a suscité les vomissements et qui après finalement le vomissement revide et on peut refaire une autre crise de boulimie juste après. Donc c'est la pire des choses d'arriver à se faire vomir en fait, parce que ça peut être un cercle infernal qui ne s'arrête pas. Sur mon diabète, ça avait un impact assez fort parce que ça devenait complètement désorganisé et impossible déjà le diabète sans crise est compliqué à réguler. Je faisais de l'insuline dans un premier temps en me disant je vais essayer de rattraper le tir et puis bien souvent je me trouvais en hypoglycémie parce que je savais pas non plus la quantité que j'avais vomi, qu'est-ce que j'avais vraiment à gérer et l'hypoglycémie allait générer une nouvelle crise parce que là j'étais obligée de manger pour le diabète et je me contentais pas peut-être des 2 morceaux de sucre qui m'auraient suffi pour rééquilibrer la glycémie et je remangeais de plus en plus et ça générait une seconde crise. Alors ce qui a été finalement pas conscientisé tout de suite mais quelque part facilité, c'était de me dire mais je me pique pas, comme ça je referai pas d'autres crises et puis en même temps j'annule aussi l'effet de la crise, c'est-à-dire en ayant le sucre qui va être éliminé par les urines et je ne prendrai pas de poids. Petit à petit, c'est venu comme un moyen, j'ai envie de dire, complémentaire au vomissement. Il y avait plusieurs moyens de compenser la crise, qui étaient, en premier lieu, peut-être les vomissements.
avec le fait de me retrouver en hyperglycémie et donc de ne pas prendre d'insuline ou de la prendre vraiment en différé beaucoup plus tard. Et puis souvent aussi après de refaire du sport ou il y a eu aussi une période avec des laxatifs que j'utilisais. Donc tous les moyens étaient bons pour à tout prix annuler cette crise, mais surtout ne pas prendre de poids et essayer d'en perdre. Je gardais cette image de fille irréprochable. On va dire concrètement, quand je sortais, si j'allais chez des amis ou au restaurant avec des amis, j'essayais de manger, j'ai envie de dire, comme tout le monde, mais je ne mangeais pas comme tout le monde parce que je mangeais surtout les aliments permis. Alors peut-être mon diabète avait bon dos, on ne me posait pas de questions, mais il y avait des choses que je refusais. Je refusais les desserts, j'étais plus ou moins végétarienne à un moment donné, mais c'était pour pas avoir les calories de la viande. Et donc en fait, ce que je montrais, c'était la fille qui mangeait super bien, en fait, qui allait manger sainement et... Donc je renvoyais cette image-là et on me le disait souvent, comment tu fais, Juliette, c'est quand même super, tu craques jamais, toi tu t'aimes pas, enfin tu t'as pas envie. Et je disais non, tout va bien. Et donc ça, dès que je me retrouvais seule face à moi-même le soir, parce que c'était quasiment tous les soirs, donc ça s'est vraiment institué comme quelque chose même de ritualisé. Je passais par tel magasin, j'allais acheter tel aliment, souvent des biscuits, des choses sucrées, des croissants ou même des sandwichs. Et puis après, certains aliments qui allaient m'aider à me faire vomir plus facilement et en une quantité qui était assez conséquente, mais je pouvais même programmer mes crises. Donc ça m'aidait même parfois de tenir en étant... avec d'autres personnes en me disant de toute façon j'aurai une crise après. Voilà. L'image que j'avais de moi-même, elle était désastreuse. Voilà. Et peu importe le poids que j'avais, finalement, je me sentais lourde et... Je voyais bien que je fonctionnais d'une drôle de façon, mais il y avait une culpabilité énorme. Et je suis tombée sur un article dans un magazine qui parlait d'abord d'anorexie et puis de boulimie aussi. Et je me suis vraiment reconnue. Et dans les mots exprimés, je retrouvais vraiment des choses que je ressentais, des choses qui étaient aussi mon quotidien. Et ça a eu quelque chose de très rassurant pour moi de voir que finalement, je ne devenais pas folle en fait. Ce que je faisais, quelque part, ça avait un sens et c'était à moi après de le découvrir, mais que je partageais ça avec d'autres personnes et que c'était un trouble, même une maladie, même si je ne disais pas le mot maladie psychique. Toujours dans un magazine, j'ai découvert l'article d'une psychiatre en fait qui parlait de boulimie et où je me suis vraiment reconnue dans ces mots et je me suis dit il faut que je la voie, elle va m'aider parce qu'elle va reconnaître ce que j'ai, c'est sa spécialité. Et donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle, ça a duré plusieurs mois. Je pense que j'étais vraiment plein d'attentes en fait. C'était me dire là, je vais avoir la sauveuse. Et finalement, ça a été un rendez-vous catastrophique. J'ai parlé de moi, je lui ai dit que, que j'avais des problèmes de boulimie, que je faisais des crises, mais je n'ai pas tout dit non plus. Elle m'a demandé si je me faisais vomir et j'avais tellement honte que sur le moment même, j'ai dit non. Mais je me disais, elle va deviner que en fait, ça veut dire oui, mais c'est moi qui projetais comme c'était la grande guérisseuse, mais en fait pas du tout. Et elle m'a renvoyée en me disant, mais en fait, c'est pas très grave, en fait, ce que vous avez, ça va passer. Et je me suis sentie, ça a été assez terrible parce que je me suis dit, je l'ai pas remise elle en question, en fait. Je me suis dit, elle a raison, en fait. Et en plus, je suis même pas capable de dire ce que j'ai, mais je suis tellement nulle, je mérite même pas d'être soignée par elle. Voilà, j'ai eu la chance par après de rencontrer de bons psys qui m'ont
pour le coup, vraiment, vraiment aidé à m'en sortir. Donc, assez vite, enfin, ça a pris quelque temps, mais j'ai compris quels étaient les mécanismes qui s'opéraient en moi avec le fait de le rôle de la nourriture, de l'alimentation, ses obsessions, et puis donc son effet vraiment à la fois réconfortant et protecteur, et puis cette carapace que je m'étais forgée et qui me protégeait quand même de pas mal de choses. Et le fait que mes émotions, j'en étais complètement coupée, en fait. Et je sais que je ne pouvais même pas reconnaître aussi bien la peur que la joie, la colère, tout se mélangeait. Il valait mieux ne rien ressentir parce que c'est quelque chose qui allait me submerger. Et j'en avais bien conscience. Au niveau intellectuel, oui. Sur le papier, oui. Mais après... vraiment que ça change quelque chose et puis me reconnecter, comment est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas de mode d'emploi. Ce qui a vraiment marqué la fin de mes TCA, j'aime pas trop l'idée du déclic qui fait qu'à un moment donné, on est guéri. Mais quelque part, il y a eu un terrain qui a été travaillé pendant des années et qui a fait que un événement, en tout cas pour moi, a été quand même... sonner un peu le glas de mes thérapies et puis surtout de mes obsessions alimentaires et de mes problèmes liés à l'alimentation. À l'âge de 30 ans, j'ai eu un accident de vélo qui a été assez important dans la mesure où ça a demandé une greffe d'os au niveau du genou et surtout le fait de ne pas pouvoir poser le pied à terre pendant 3 mois. Et le fait de ne pas pouvoir mettre mon pied à terre m'obligeait à demander de l'aide à d'autres. Et puis finalement, ce sont mes parents qui se sont proposés pour m'héberger, que je retourne à la maison. Et ça a été vécu dans un premier temps comme un échec horrible. Je me suis dit, mais il n'y a plus rien dans ma vie, je me retrouve dépendante. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me suis sentie super bien. Paradoxalement, en étant contrainte à être bloquée, à ne pas pouvoir même me faire une tasse de thé, en étant avec des béquilles tout le temps, ne pas pouvoir faire ses lacets, je me suis sentie vivante, et beaucoup plus que jamais. Ce que j'ai éprouvé comme sentiment, là, clairement, bien identifié, c'était de la joie et de la joie de vivre. Bon, je veux pas que ça fasse complètement béat, mais j'ai ressenti à la fois la beauté de ce qui m'entourait. J'ai accepté que les autres m'aident. Voilà, j'avais plus besoin de me cacher. Je me suis sentie légitime. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui parle avant tout de mon quotidien avec le diabète. Et ce livre m'a amenée à rencontrer énormément d'autres personnes diabétiques, de partager avec elles, d'échanger, d'entendre qu'elles me disent qu'elles se reconnaissaient dans ce que j'avais écrit. Ça m'a apporté beaucoup. Et puis ça a donné aussi un peu du sens à ce que j'avais écrit dans un premier temps pour moi-même ou mon entourage proche pour expliquer ce que c'était le diabète, mais je n'avais pas du tout visé cet objectif de rencontrer d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Et petit à petit, j'ai été amenée à animer des ateliers d'éducation thérapeutique et j'ai rencontré beaucoup de diabétiques aussi qui souffraient de troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit, mais là, en 25 ans, on n'a pas progressé finalement. Et il y en a énormément. On met un mot sur la diabolimie, on explique le phénomène, on dit qu'il y a 3 fois plus de personnes diabétiques de type 1 qui vont souffrir qui souffrent de troubles du comportement alimentaire que par rapport à la population normale. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de prise en charge? Et après
plus de 15-20 ans de carrière en tant qu'architecte, j'ai décidé l'an dernier de faire une reconversion professionnelle pour entrer dans les métiers du soin. Et je suis aujourd'hui médiatrice de santé père, c'est-à-dire que je travaille à l'hôpital Sainte-Anne, dans le service précisément des troubles des conduites alimentaires, l'anorexie et la boulimie principalement. Je ne veux pas dire que c'est une mission, mais je me dis il y a une place, il y a un besoin, et si je peux contribuer à aider à faire quelque chose dans ce domaine, j'en suis heureuse, et ça m'apporte beaucoup de choses. Et je vois qu'au quotidien, côtoyer des personnes en souffrance, finalement, ça continue aussi dans mon parcours de vie à me comprendre encore mieux. Et je pense la recherche qui a été la mienne pendant toutes ces années de thérapie, c'était essayer de trouver ma place et d'avoir ce fameux droit d'exister, de plus avoir eu besoin de combler ce vide qui était béant en moi. J'ai ma place, et aujourd'hui elle fait vraiment sens avec ce métier de médiatrice de santé père. Par rapport à mes TCA, je préfère dire que je suis rétablie que guérie. Il y a une vulnérabilité en fait en moi qui existe, qui demeure et qui sera toujours là. Et cette vulnérabilité, je la prends plutôt comme une petite sonnette d'alarme qui me fait dire s'il y a des moments où je me sens pas bien, j'ai plus ces obsessions alimentaires, mais je pourrais être, je ne sais pas moi, il m'arriverait quelque chose de tragique. Je peux pas dire demain, je vais pas recourir pour me réconforter, pour m'anesthésier à la nourriture. C'est possible. Par contre, ça m'aide à rester vigilante. Être forte aujourd'hui, je le dirais, c'est justement pouvoir accepter ses faiblesses. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Vanessa Gauthier. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte Après la pluie podcast sur Instagram.